Rentrez chez vous. Dans la salle d'attente de la mariée, alors que je souhaitais à ma fille de se marier, elle m'a brusquement demandé de partir. Son expression était loin d'être celle que l'on attendrait d'une mariée dans sa robe de mariée, et j'étais déconcerté. D'un air mécontent, elle m'a dit, « Je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. » Ce qui ne fit qu'aggraver ma confusion. Avais-je fait quelque chose qui justifiait une telle déclaration de sa part? Pour moi, tu es comme mort, alors disparais. Son expression d'abord salée se transforma en un sourire malicieux. Il semblait qu'elle avait caché mon existence à son fiancé parce qu'elle avait honte de moi. Je n'ai jamais eu l'intention de vivre une vie qui me ferait honte. Mais ma fille a accumulé de nombreuses plaintes contre moi, en me blâmant. Même si ces accusations n'étaient que des présomptions égoïstes, ce n'est pas en lui faisant remarquer cela maintenant qu'elle comprendrait. J'ai décidé d'exaucer les souhaits de la mariée. Oui, je comprends. Si ma fille n'a pas besoin de moi, ce n'est pas grave. Conformément à ses souhaits, j'ai décidé de garder mes distances avec elle à partir de maintenant. C'est avec cette résolution que j'ai quitté le lieu de la cérémonie. Cependant, 3 heures plus tard, elle m'a appelé. J'ai d'abord ignoré ses appels. Mais ils étaient si insistants que j'ai fini par répondre. Elle avait l'air désespérée. Revenez tout de suite sur le lieu de l'événement. Je suis Grace. À 55 ans, après avoir divorcé de mon mari il y a 25 ans, je gère seule mon travail et l'éducation de mes enfants. La raison du divorce peut paraître cliché, la liaison de mon mari. À l'époque, notre fils Aaron avait 10 ans et Anna 5 ans. J'ai eu du mal à accepter l'idée d'éloigner leur père d'eux. Cependant, mon mari a refusé d'en discuter et nous a laissés avec une simple demande de divorce. Je me sentais coupable envers les enfants. Mais continuer le mariage n'était pas possible. Sans les considérer puisque leur père est parti sans réfléchir. Divorcer ou non, avoir un père absent serait la même chose. Anna s'est sentie un peu seule sans son père, mais au bout d'1 mois, elle n'en a plus parlé. Aaron était en fait soulagé par le divorce. Apparemment, mon mari avait présenté sa maîtresse à Aaron, pensant qu'il comprendrait parce qu'ils étaient tous les deux des hommes. Aaron a exprimé son dégoût à l'égard de son père. Aaron est aujourd'hui avocat, son mépris pour son père l'ayant poussé à aider les personnes souffrant d'infidélité. Cette année, après une décennie dans un cabinet d'avocat, il a démissionné et vient d'ouvrir son propre petit cabinet. Anna travaille dans l'administration médicale d'un grand hôpital de la ville voisine. Depuis qu'elle a obtenu son diplôme de l'école professionnelle, elle vit seule et se rend rarement chez elle. Je me sens un peu seule, mais je suis heureux de savoir qu'elle va bien. Maintenant que les enfants sont grands et indépendants, j'apprécie de vivre seule. Je prends souvent des raccourcis dans les tâches ménagères. Je me contente parfois d'une livraison ou de plats préparés pour le dîner et j'aime bien boire seule la veille d'un jour férié. Un jour, Aaron m'a rendu visite et m'a apporté d'agréables nouvelles, bien qu'il ne s'agisse pas de lui. À ma grande surprise, Anna allait se marier. Je me suis sentie un peu vexée de ne pas l'entendre directement de sa bouche, mais c'était sans aucun doute une bonne nouvelle. J'ai demandé à Aaron ce qu'il en était de son fiancé. Et il s'est étonné que je n'en sache rien. Il semblait frustré par Anna. Anna a toujours été négligente. Elle se souvenait des choses dont elle avait besoin pour l'école à la dernière minute. Ou bien elle remettait ses devoirs après la date limite. Elle a probablement oublié de me le dire ou a supposé qu'Aaron le ferait. Aaron soupire en partageant ce qu'il sait. Le fiancé d'Anna est chirurgien à l'hôpital où elle travaille. Ils sortent ensemble depuis 2 ans. Compte tenu de ses antécédents en matière de relations éphémères, j'ai été surpris qu'elle parvienne à en entretenir une aussi longtemps. Aaron a ri, suggérant qu'elle était sérieuse cette fois-ci. Après le départ d'Aaron, j'ai essayé d'appeler Anna pour en savoir plus. Mais elle n'a pas répondu et n'a pas rappelé. Il est rare que je parvienne à la joindre, 1 fois sur 10. Mais j'avais besoin de plus de détails, son fiancé pourrait venir la saluer. Et il pourrait y avoir une réunion avec les 2 familles. Si son fiancé était en visite, je devrais nettoyer la maison. Si je rencontrais sa future belle famille, je devais m'habiller correctement.
J'ai essayé de contacter Anna à plusieurs reprises, mais elle n'a jamais décroché. D'habitude, elle n'appelle qu'à Pâques ou à Noël pour demander des renseignements sur les repas. Ou lorsqu'elle a besoin d'argent en raison de difficultés financières. Elle rentrait à la maison pour les fêtes si ses plats préférés étaient préparés. Mais sinon, elle ne le fait pas lorsqu'elle demandait de l'argent. Je lui suggérais de rentrer chez elle si la situation était difficile. Mais elle refusait et demandait simplement un transfert d'argent. Elle ne voulait pas de conseils, juste une aide financière. Anna travaille dans la ville voisine. Faire la navette depuis son domicile serait financièrement plus judicieux. Mais elle refuse, alors je l'aide de temps en temps pour qu'elle n'ait pas de mal à manger. Supposant qu'elle ne voudrait pas entendre de reproches. Elle n'a probablement pas répondu à mes appels. À contre-séure, j'ai de nouveau contacté Erin. Selon lui, les parents de son fiancé étaient occupés à travailler à l'étranger. Et ne seraient pas de retour avant le jour du mariage. Il n'y aurait donc pas de rencontre officielle entre les familles. Ils ont prévu de se saluer le jour même du mariage. Erin a suggéré qu'elle se salue au moins avant. Mais Anna refuse obstinément. Elle insiste sur le fait que le mariage est leur propre affaire. Et qu'ils se marieraient quelles que soient les objections, de sorte que les salutations le jour même suffiraient. Je pouvais comprendre son point de vue, mais se connaître. En tant que futurs parents, cela semblait important. Le jour du mariage d'Anna, je n'avais reçu aucune communication ou invitation de sa part. Mais connaissant le lieu et la date, j'ai revêtu une robe de soirée pour lui rendre hommage. Probablement, dans sa négligence habituelle, elle pensait qu'Erin m'avait informé. Et n'a pas envoyé d'invitation. Peut-être qu'elle avait prévu de le faire mais qu'elle a oublié. J'avais quelques doutes sur la capacité d'Anna à gérer le fait d'être la femme d'un chirurgien. Mais c'était son grand jour, et j'avais l'intention de le fêter sans aucune critique. À mon arrivée, je ne savais pas trop où se trouvait la chambre nuptiale. À cause des nombreux mariages et du hall d'entrée bondé. Si Anna m'avait informé, je n'aurais pas dérangé le personnel très occupé. Après que le personnel m'a guidé vers la chambre nuptiale, je l'ai remercié et j'ai frappé à la porte. J'ai entendu la voix d'Anna et j'ai ouvert. Elle était déjà vêtue de sa robe de mariée. Elle était si belle dans le miroir que j'en ai presque pleuré de joie. Félicitations pour ton grand jour. Pendant que je parlais, le visage d'Anna s'est déformé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait l'air si mécontente de ce qui aurait dû être un jour heureux. Peut-être était-elle angoissée à l'idée de se marier. Ou bien elle s'inquiétait de ne pas s'entendre avec sa future belle-famille. Je me suis dit que des salutations avant le mariage et des réunions de famille auraient permis d'apaiser ses inquiétudes. Mais c'était son jour spécial et je ne voulais pas lui faire la leçon. J'ai essayé de la rassurer avec un sourire et je me suis approché d'elle. Mais elle s'est exclamée, « Pourquoi es-tu venue ? Vous n'étiez pas invité ?» et elle m'a repoussé avec force. J'étais choquée, je ne l'avais jamais vue être violente, même si elle avait souvent des mots durs. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse faire cela, et bien que je n'ai pas reçu d'invitation officielle, je ne comprenais pas qu'elle n'ait pas invité sa propre mère. Rentre à la maison maintenant. Ma fille m'a jeté un regard noir et m'a dit, son expression était loin d'être celle que l'on attendrait d'une mariée dans sa robe de mariée. Et moi, j'étais complètement perdue. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle voulait que je parte, elle s'est tordue de plaisir et m'a dit, « Je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. » Ce qui m'a laissé encore plus perplexe. Avais-je fait quelque chose pour qu'elle dise une telle chose ? Pour moi, tu pourrais tout aussi bien ne pas exister dans ce monde, alors disparais. Son expression malheureuse se transforma en un sourire sournois et malicieux. Pourquoi dis-tu un tel mensonge ? C'est parce que tu étais une femme si peu attirante que tu as été trompée. Et nous nous sommes retrouvés dans un foyer monoparental, à mener une vie difficile. Ma fille a répondu d'un ton brutal. Je n'ai jamais eu l'intention de faire vivre à mes enfants une vie de privation. Pour éviter d'être étiquetée comme une famille monoparentale, j'ai participé activement aux événements scolaires. Je n'ai jamais manqué de célébrer des événements importants comme les anniversaires ou Noël.
Et je leur ai toujours donné un montant d'argent de poche approprié à leur âge. Bien que cela puisse paraître moralisateur, j'ai réussi à envoyer mon fils et ma fille à l'université et à l'école professionnelle sans bourse. Cela a été possible parce que je travaillais dans la même entreprise depuis la fin de mes études universitaires et que j'occupais un poste qui me permettait de gagner plus que la plupart des femmes de mon âge. Pourtant, ma fille continue de penser que nous vivions pauvrement et que nous manquions de liberté. L'argent de poche était trop faible, et la raison pour laquelle je n'ai pas pu aller dans le lycée privé que je voulais était que vous étiez le genre de femme que l'on trompait. Et ma fille avait l'air rancunière, pensant que si ses deux parents avaient été ensemble, elle n'aurait pas eu à se sentir ainsi. Elle pense probablement que si les deux parents avaient travaillé, nous aurions pu nous offrir une vie plus aisée. En effet, si mon mari est parti, c'est peut-être en partie à cause de mon manque d'attrait. Mais si je n'ai pas envoyé ma fille dans un lycée privé, ce n'est pas pour des raisons financières. Et si elle avait eu un réel désir d'étudier quelque chose de spécifique dans cette école, je l'y aurais envoyé même si cela avait été difficile. Cependant, la seule raison pour laquelle elle voulait y aller était qu'elle aimait l'uniforme, alors je ne l'ai tout simplement pas permis. Les mots me manquaient. Je n'avais jamais imaginé qu'elle reprocherait notre situation financière. Pensant que j'étais acculée par mon silence, ma fille m'a attaqué d'un air triomphant. J'ai travaillé dur pour ne pas finir comme toi, dans la pauvreté. Et je me suis assurée que je ne serais pas le genre de femme qui se fait tromper. Depuis le collège, ma fille avait fait beaucoup d'efforts pour soigner son apparence. Et elle était plutôt jolie. Contrairement à moi, qui ne portais qu'un maquillage simple, elle était très douée dans ce domaine. Elle se vantait de ne jamais être sans petit ami. Et ma fille croyait qu'on me trompait parce que je manquais d'attrait. Et elle a toujours semblé penser que l'apparence est tout. Malgré mes efforts pour lui apprendre que c'est l'intérieur qui compte, elle n'a jamais semblé comprendre. Les gens jugent sur les apparences. Grâce à ma beauté, je peux épouser quelqu'un de haut de gamme. Elle renifle de fierté. Comme j'épouse un médecin, si l'on apprend que j'ai été élevée dans un foyer monoparental pauvre, les fiançailles risquent d'être annulées. Rentrez chez vous. Mais ton fiancé ne trouvera-t-il pas étrange que ta mère ne soit pas présente au mariage? Comme ma fille continuait à insister pour que je parte, j'ai posé une question sensée. Elle m'a répondu, « Ah, c'est très bien. Ce serait plus suspect si tu étais elle à point. » Et elle semble que ma fille ait également menti à son fiancé et à sa famille. Prétendant que ses parents sont morts dans un accident lorsqu'elle était au collège, elle leur a dit qu'elle et son frère se soutenaient mutuellement grâce à l'héritage de leurs parents et qu'elle avait pu obtenir son diplôme de l'école professionnelle grâce au succès de son frère en tant qu'avocat. En outre, elle s'est présentée comme une fille diligente qui s'est efforcée de concilier études et emploi à temps partiel pour assurer son avenir. En réalité, ma fille n'a jamais travaillé à temps partiel. Elle sortait avec ses amis presque tous les jours après l'école. Et ses notes étaient inférieures à la moyenne. Il est stupéfiant de voir comment elle peut inventer de telles choses. Elle ne pense-t-elle pas que ses mensonges seront découverts, ou est-elle sûre qu'ils ne le seront pas? Je pense que de tels mensonges sont facilement découverts. Par ailleurs, elle semble penser que le fait d'avoir été trompée et d'avoir divorcé est honteux. Mais je n'ai jamais vécu d'une manière que je considère comme honteuse. Toutes les plaintes de ma fille étaient le fruit de ses convictions égoïstes ou de ses caprices. Mais même si je lui faisais remarquer cela maintenant, elle se mettrait probablement en colère et n'écouterait pas. Puisque c'est le jour de son mariage, je respecterai les souhaits de la mariée. Oui, je comprends. Si ma fille n'a pas besoin de moi, qu'il en soit ainsi. Comme elle le souhaite, je ne m'impliquerai plus auprès d'elle. C'est avec cette décision en tête que j'ai quitté les lieux. Alors que je rentrais chez moi en taxi, mon fils m'a appelé. Lorsqu'il m'a demandé où j'étais, je lui ai répondu honnêtement que j'étais sur le chemin du retour. Quoi? La cérémonie d'Anna était sur le point de commencer. Il était très surpris. Mais quand je lui ai expliqué ce que ma fille avait dit, il est devenu furieux. Je n'irai pas non plus au mariage de ma sœur ingrate. Il a dit cela et a raccroché. Je ne sais pas s'il y est vraiment retourné, mais c'est à lui de décider. En arrivant à la maison,
j'ai changé ma robe de soirée pour une tenue plus confortable et j'ai décidé de me détendre. J'avais libéré mon emploi du temps pour le mariage, et il me semblait que je pourrais me la couler douce aujourd'hui. J'ai versé du thé dans ma tasse préférée et je me suis installée pour me détendre. Environ 3 heures après mon retour à la maison, ma fille m'a appelé. Elle m'avait jugée inutile, disant qu'elle n'avait pas besoin de moi. J'étais également en colère. Même en tant que mère qui la chérissait. Il était exaspérant de se faire parler de la sorte. J'ai aussi des émotions. Surtout en ce moment, je ne me sentais pas assez calme pour parler, alors j'ai ignoré l'appel. Mais elle a continué d'appeler encore et encore, alors à contre-séure, j'ai répondu avant même de confirmer que c'était moi. Elle m'a dit quelque chose d'incroyablement égoïste. Reviens tout de suite à la salle de spectacle. Pourquoi? La cérémonie devrait être terminée, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas pourquoi elle insistait pour que je revienne alors que le mariage était sûrement terminé. Après tout, c'est elle qui m'avait dit de partir, alors pourquoi devrais-je revenir maintenant? Cependant, elle continuait à me supplier d'une voix presque déchirante. Et il semble que le directeur de l'hôpital où elle travaille ait remarqué mon absence à la réception et en ait fait toute une histoire. À mon insu, j'avais été invitée par l'entourage du marié. Je travaille dans la vente d'appareils médicaux. Je me rendais à l'hôpital général où travaille ma fille bien avant qu'elle ne commence à y travailler, et je connaissais donc bien le directeur. L'hôpital prévoyait de signer un contrat pour l'introduction aux États-Unis d'un robot chirurgical très rare, que le marié allait utiliser. C'est pourquoi j'avais été invitée au mariage, même sans invitation de ma fille. J'aurais pu y assister grâce à l'invitation du marié. Mais il n'y avait aucune trace de moi, ni au mariage, ni à la réception. Le directeur, s'en apercevant, a demandé au personnel du lieu de vérifier la liste des invités. Mon nom figurait déjà sur la liste des invités. Cependant, bien que tous les membres du personnel de l'hôpital invités au mariage aient fouillé les lieux, je n'étais nulle part. Le marié et le directeur étaient perplexes lorsqu'un membre du personnel a déclaré « S'il s'agit de cette personne, je l'ai guidé vers la chambre nuptiale tout à l'heure et je l'ai donc vu partir. » Maintenant, ma fille était interrogée par le marié et le directeur. De plus, l'absence de son frère, qui était censé la soutenir depuis le début, l'a mise dans une situation difficile. Après avoir subi la colère déraisonnable de ma fille, je n'avais plus envie de faire la fête pour elle. Cependant, je ne pouvais pas ignorer mes relations professionnelles. À contre-séure, j'ai décidé de retourner sur place. Ma fille semblait soulagée et reconnaissante. Mais même si je me rendais sur place, cela ne l'aiderait pas. Si ces mensonges étaient révélés, je ne dirais que la vérité. Et ma fille apprendrait directement ce qui se passe lorsque l'on ne se soucie que des apparences et que l'on néglige ses qualités intérieures. Alors que je me préparais, j'ai reçu un appel de mon fils Aaron. Il semble que ma fille, Anna, l'ait également appelé pour lui demander de l'aide. Bien qu'il soit en colère et qu'il ait dit qu'il n'assisterait pas à la cérémonie, il semble qu'il ne puisse pas ignorer complètement la situation de sa sœur. Aaron attendait dans un café près du lieu de la cérémonie, prêt à assister à la cérémonie si Anna s'excusait auprès de moi. Cependant, alors que l'heure de la cérémonie et de la réception passait, Anna n'a pas contacté Aaron. Il est peu probable que personne n'ait remarqué l'absence du frère de la mariée. Anna l'a probablement couverte par un mensonge plausible. Je soupire d'exaspération devant les mensonges incessants de ma fille. Aaron avait l'air frustré au téléphone, disant « Je ne pense pas qu'Anna ait l'intention de s'excuser. Tu n'as pas besoin d'y aller non plus, maman. Mais à cause de mes relations professionnelles, je dois y aller. » Quand je lui ai dit cela, Aaron m'a dit qu'il viendrait avec moi sur le lieu de la cérémonie. Nous avons donc décidé de nous retrouver devant la salle. Cette fois-ci, j'ai mis mon costume d'affaires au lieu de la robe de soirée et je me suis dépêchée de me rendre au lieu de rendez-vous. J'ai rencontré Aaron devant le lieu de la cérémonie et nous nous sommes dirigés vers la chambre nuptiale, dont j'avais été chassée quelques heures plus tôt. En ouvrant la porte, contrairement à ce qui s'était passé quelques heures auparavant, j'ai trouvé Anna sans sa robe de mariée et en tenue décontractée.
ainsi que le marié et le directeur de l'hôpital. Je me suis incliné devant le marié et le directeur, m'excusant d'être parti après avoir été invité. Le directeur m'a demandé pourquoi j'étais parti soudainement. C'est ma fille qui m'a dit de partir. Je n'ai fait qu'exaucer les souhaits de la mariée pour son grand jour. Le marié et le directeur, qui avaient appris que les parents d'Anna étaient morts dans un accident, l'ont regardé avec méfiance. Je me suis présentée à nouveau comme la mère de la mariée. Anna a alors commencé à s'excuser. Non, cette personne est comme un parent qui s'est occupé de moi. Mais Aaron l'a interrompu en disant que c'est notre mère qui nous a élevés toutes seules. Lorsqu'Aaron a corrigé son mensonge, Anna a essayé de faire pression sur lui. C'était juste une parente qui se comportait comme une mère, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? Mais Aaron ne l'a pas couverte et l'a réprimandée pour son mensonge. Il s'est ensuite tourné vers le marié pour s'excuser d'avoir manqué la cérémonie. Il semblait qu'Aaron et le marié se rencontraient pour la première fois. Selon le marié, Anna avait dit que mon frère est un avocat prospère qui voyage dans tout le pays et qu'il ne peut pas se libérer avant le jour du mariage et avait refusé une rencontre entre les familles. Cette rencontre était censée avoir lieu avant le mariage. Elle voulait probablement empêcher que la vérité sur ma vie ne soit révélée. Elle a dû penser que le jour du mariage, avec toute cette agitation, ces mensonges ne seraient pas découverts. Même si elle n'avait pas eu le temps de parler au marié, elle aurait dû le faire avec sa famille. Anna était naïve de penser qu'elle ne serait pas démasquée. Et si elle voulait vraiment effacer mon existence, elle n'aurait pas dû inviter Aaron non plus. Mais cela aurait brisé l'histoire des frères et sœurs qui se soutiennent mutuellement. Elle n'a donc pas eu d'autre choix que de l'inviter. Qu'est-ce que tu veux dire? Anna m'a menti? Le marié confronte Anna. Elle s'est excusée en disant qu'elle pensait que les fiançailles seraient annulées si cela se savait. Elle venait d'une famille monoparentale pauvre. Le directeur est choqué. Pauvre. Qui? Le directeur savait que j'étais une vendeuse très performante dans le domaine de la vente d'appareils médicaux, un secteur où les salaires sont généralement plus élevés que dans les postes de vente normaux. Je pourrais même gagner autant que le marié, qui est chirurgien. Le directeur a expliqué à Anna que je ne recevais que peu d'argent de poche. Et je n'avais pas le droit d'aller au lycée que je voulais parce qu'il était privé. Le marié, incrédule, lui a demandé combien elle recevait. À un lycée, c'était $50 et à l'école professionnelle, $100. Mais cela s'envole vite quand on sort avec des amis. Et mes amis avaient beaucoup plus d'argent. L'école secondaire que fréquentait Anna n'interdisait pas les emplois à temps partiel. Ses amis gagnaient simplement leur propre argent en travaillant, contrairement à elle. N'est-ce pas assez d'argent si vous ajoutez un emploi à temps partiel? Ça s'épuise vite. Le marié lui fait remarquer, et Anna prend la mouche. En effet, elle avait dit au futur marié qu'elle avait eu du mal à concilier études et emploi à temps partiel pour l'avenir. Il n'est donc pas étonnant que le futur marié soit méfiant. Même le travail à temps partiel était-il un mensonge? Je ne peux plus faire confiance à Anna. Le marié s'effondre, accablé. Anna s'accroche à lui, le suppliant de lui pardonner, mais il reste silencieux, la tête baissée. Le directeur, n'en pouvant plus, lui demande s'il y a d'autres mensonges. Puis, dans un éclair de défi, Anna m'a blâmé, c'est parce que tu as été avare. Apparemment, elle ne pouvait pas voir qu'elle me blâmait. Alors que ses mensonges avaient été dévoilés. Cela ne ferait qu'empirer son image. Je me suis demandé comment elle avait pu devenir comme ça. Alors que j'avais essayé de l'éduquer aussi bien qu'Erin. Peut-être que son éducation était la seule chose que j'avais mal faite. Anna avait grandi comme son père, frivole avec les apparences. Et dépensier, toujours prêt à puiser dans le budget familial lorsque son salaire ne suffisait pas. Je l'avais mise en garde à plusieurs reprises contre l'argent. Lorsqu'elle voulait aller dans un lycée privé et lorsqu'elle demandait plus d'argent de poche. Mais il semble que rien de tout cela ne l'ait touché. Que je sois avare ou pauvre, c'est Anna qui a décidé de mentir. À ce sujet, parce qu'elle avait honte de moi. Je reconnais les efforts que tu as faits pour être belle.
Mais ce n'est pas bien de se parer de mensonges juste parce qu'on manque de confiance en soi. Lorsque je lui ai fait remarquer cela, Anna a craqué. Je n'ai pas menti parce que je manque de confiance en moi. J'ai menti parce que j'ai honte de toi. Malgré tout, c'est une erreur de prétendre que ta mère n'existe pas. Si elle avait simplement dit que nous ne nous entendions pas, cela n'aurait pas été un mensonge. Si elle n'avait pas accumulé les mensonges pour se donner une meilleure image, elle n'aurait pas perdu la confiance du marié. J'ai toujours essayé de rester calme lorsque je réprimandais mes enfants. Surtout lorsqu'ils grandissaient, parce qu'en haussant le ton, je risquais d'exacerber les émotions au lieu de me concentrer sur le problème. Surprise par ma voix élevée, Anna a tressailli et s'est figée. Erin est restée bouche bée, et le marié et le directeur ont tous deux exprimé leur incrédulité. Ils ont regardé Anna avec froideur. Incapable de supporter la situation, elle s'est effondrée à genoux et s'est mise à pleurer comme une enfant. Je me suis dit que le chaos devait ressembler à cela. Seuls les pleurs d'Anna remplissaient le silence. Et l'atmosphère était sombre. C'est alors que le directeur a pris la parole. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais il m'a soudain demandé de ne pas annuler le contrat pour le robot chirurgical. Je comprenais ses sentiments, même si le moment semblait mal choisi pour en parler. J'avais travaillé dur pour amener ce robot chirurgical rare à l'hôpital où travaillait ma fille, à cause du directeur, sans qu'il le sache. Cependant, maintenant que l'on savait que ma fille avait un lien de parenté avec moi, le directeur ressentait une crise à propos de l'introduction du robot. Le marié a également plaidé sérieusement, même si ma fille venait de pleurer bruyamment. Elle a semblé se rendre compte de l'importance de la présentation du robot en voyant l'attitude du directeur et du marié à mon égard et a plaidé « Je suis désolée. Tout était de ma faute, alors s'il vous plaît, ne vous occupez que du contrat avec l'hôpital. Comme il s'agissait d'une question liée au travail, je voulais dire que le comportement de ma fille ne devait pas l'affecter. Mais cette fois, j'ai mêlé mes sentiments personnels au contrat. Ce n'était pas la faute du directeur ou du marié. Mais je leur ai dit que je voulais tout reconsidérer une fois de retour dans mon entreprise. Le directeur a crié à ma fille « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et le marié était sous le choc, murmurant ma carrière. J'ai décidé qu'il ne s'agissait plus d'une question familiale, mais d'une question hospitalière. Et j'ai quitté la chambre nuptiale avec Erin. Plus tard, j'ai reçu un appel d'Anna. Elle m'avait déjà rejeté comme inutile. J'ai ignoré l'appel pendant un moment, mais elle a continué à appeler, alors j'ai répondu à contre-séure. Maman, c'est de ta faute si les fiançailles ont été rompues. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dès qu'elle a parlé, ma fille a commencé à me faire des reproches. Bien qu'elle ait expliqué ses erreurs et qu'elle se soit excusée une fois, elle essayait toujours de me faire porter le chapeau. Ce qui était consternant. Tandis que je restais silencieuse, elle continuait à se plaindre de sa situation actuelle. Il semblerait qu'elle ait mis en colère le directeur de l'hôpital. Des rumeurs s'étaient répandues au sein de l'hôpital. Le personnel masculin, qu'il adorait auparavant, gardait désormais ses distances. Ses relations déjà tendues avec le personnel féminin s'étaient aggravées. Et les chuchotements se sont multipliés. Anna utilisait ses fiançailles avec un chirurgien pour améliorer son statut et se plaindre. Maintenant que les fiançailles sont rompues, les gens diront que les femmes qui peuvent se marier sont des gagnantes. Et celles qui ne le peuvent pas sont des perdantes, n'est-ce pas ? Alors, à quel groupe appartenez-vous maintenant ? Ils diront que c'est le plus bas, n'est-ce pas affreux ? J'avais honte d'Anna, tout comme elle avait dit qu'elle avait honte de moi. Peu importe à quel point elle peaufinait son apparence. Sans substance intérieure, cela n'avait aucun sens. J'y reprochais à ma fille de ne toujours pas comprendre. Et ce, même après l'annulation de ses fiançailles. Quand comprendrait-elle un jour ? Tout est de ta faute, maman. Tu dois donc prendre tes responsabilités et t'occuper de moi pendant un certain temps. J'ai été choquée par la demande absurde de ma fille. Apparemment, elle avait l'intention de démissionner de son emploi inconfortable à l'hôpital et de rentrer chez elle. Mais la dorlotée maintenant ne l'aiderait pas à reconnaître ses erreurs. J'ai décidé de m'endurcir, peut-être trop tard, mais comme on dit,
La mère faucon pousse ses poussins du haut de la falaise pour leur apprendre à voler. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent a fait de toi ce que tu es. Tu récoltes ce que tu as semé. Mes paroles ont mis en colère ma fille, qui m'a insulté dans le monde entier. Mais je suis resté inflexible. Aussi, ne pense pas à rentrer à la maison. Vous avez essayé de m'effacer de votre vie. Alors vous devriez vivre selon vos paroles. Lorsque je lui ai dit que je ne la soutiendrais plus, elle s'est retournée et m'a parlé gentiment. Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. Elle semblait avoir du mal à continuer à travailler et voulait désespérément arrêter. Mais vivre seule serait difficile si elle démissionnait. Elle était venue mendier de l'argent alors qu'elle gagnait un salaire et qu'elle n'avait probablement rien économisé. Elle plaidait pour ne pas être abandonnée. Mais la dorlotée ne ferait que l'encourager à ne pas réfléchir à ses actes. Son comportement le jour du mariage, où elle a fait semblant d'avoir des remords mais n'en a pas manifesté, en est un excellent exemple. Je lui ai simplement dit qu'elle ferait mieux de faire de son mieux et j'ai raccroché. Par la suite, elle a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Plus tard, le directeur m'a appris que Anna avait démissionné de l'hôpital. Je me suis excusée pour les ennuis que ma fille lui avait causés, à lui et à son ex-fiancé. Mais le directeur m'a dit que ce n'était pas nécessaire, car le robot chirurgical serait toujours introduit comme prévu. Je regrette plutôt de ne pas avoir pu aider votre fille suffisamment pour éviter qu'elle ne démissionne. C'est elle qui a démissionné. Le directeur ne se sentait pas vraiment responsable de sa démission. Lorsque je l'ai assuré de ne pas s'inquiéter, il a facilement déplacé la conversation sur le robot chirurgical à venir. Anna, désormais sans emploi, se débattait dans sa recherche d'emploi. Elle avait vendu la plupart de ses produits de beauté coûteux pour joindre les deux bouts. J'ai eu des nouvelles d'Aaron. Il a également refusé de l'aider financièrement. Elle s'emporte trop facilement lorsqu'elle est choyée. Cependant, il l'emmenait parfois au restaurant. A eu cours de l'un de ses repas. Elle aurait reconnu à quel point elle avait été privilégiée. J'espère qu'elle réfléchira vraiment et qu'elle deviendra une femme adulte autonome.